Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode Call, aujourd'hui numéro 72. Et pour ce numéro, je vous propose de découvrir une notion liée à de l'analyse complexe à travers donc cet exercice. Nous avons P, un polynôme à coefficient complexe de degré supérieur ou égal à 2. On va noter Pn, le nème itéré de P, donc P rond P rond P n fois. On va également poser Kp, l'ensemble des éléments complexes Z tels que Pn de Z est une suite bornée. Et on va montrer que d'une part Kp est un ensemble non vide et compact, et que d'autre part le complémentaire de Kp dans C est connexe par arc. Alors cette notion que nous sommes en train de découvrir, c'est l'ensemble Kp en fait qui porte un nom particulier. Ça s'appelle l'ensemble de Julia. Alors c'est une notion, juste pour la petite histoire, c'est une notion que j'ai rencontrée durant mes écrits à l'école normale supérieure de Paris-Saclay, mes écrits donc de second concours, donc pour Paris-Saclay et pour Rennes. Et ça m'a beaucoup plu en fait, cette notion, manipuler cette notion que je ne connaissais pas. Et je trouve que voilà, il y a beaucoup de sujets de recherche autour des ensembles de Julia, notamment à comprendre leur forme, à comprendre ce qu'on peut faire avec, etc. On analyse notamment tout ce qui est système dynamique et tout ça. Ça se fait pas mal encore en recherche, des études autour de ces ensembles de Julia. D'autant qu'à partir du moment où on travaille avec des polynômes plus ou moins généraux, donc si on veut commencer déjà avec des polynômes de degré 2 un peu quelconque, eh bien il est assez difficile de comprendre la structure de l'ensemble de Julia. C'est quand même assez étonnant de se dire que dès qu'on travaille avec des polynômes pas si, à la fois pas si méchants, mais pas trop simples non plus, eh bien on se retrouve tout de suite avec des ensembles fractales, un petit peu fractales, pas totalement fractales bien sûr, mais un petit peu fractales, et vraiment avec des formes bien particulières. Donc je vous laisse le soin d'aller jeter un coup d'œil par vous-même pour voir à quel genre de forme on pourrait avoir à faire quand on travaille avec des ensembles de Julia. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant quand même à manipuler. Et donc je vous invite à le manipuler à travers cet exercice. Et donc je pense qu'on peut faire une pause dès maintenant. Donc je vous invite à faire une petite pause sur la vidéo comme d'habitude pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne vous dise quoi que ce soit concernant une résolution. Ok, alors c'est pas une notion facile à manipuler, et ce que je vous suggère, c'est déjà de voir qu'est-ce qui se passe pour vraiment un tout petit exemple, et le petit exemple que je vais vous proposer, c'est le polynôme x carré. Lui ça va, on va pouvoir dire des choses. Alors le polynôme x carré, si je regarde un élément z dans C, eh bien je vais me retrouver alors avec la suite z à la puissance 2 puissance n, et ce truc là il va être borné. Et je pense que c'est assez évident de s'en convaincre, si et seulement si le module de z est inférieur ou égal à 1. Donc ce qui veut dire que l'ensemble de Julia kx carré, c'est tout simplement la sphère unité dans C. D'accord. Et donc en voyant la forme de cet ensemble, pour cet exemple, il est assez clair de voir que l'ensemble est non vide, de voir que c'est un ensemble compact, c'est un fermé borné, tout va bien. Et puis de vérifier aussi que le complémentaire est un ensemble connexe par arc. Vous avez le plan complexe, vous enlevez un cercle plutôt je devrais dire un disque, parce que vous enlevez aussi l'intérieur. Vous enlevez le disque, unité, et en enlevant le disque, vous avez toujours moyen, en prenant deux points dans le plan, de les ramener l'un avec l'autre sans passer par le trou que vous avez formé. Donc, je pense que c'est assez simple de se convaincre dans cet exemple que tout fonctionne. Maintenant, il va falloir lancer un raisonnement plus général, et je vous l'annonce tout de suite, à moins que vous avez bien essayé jusqu'au bout de résoudre l'exercice, la partie la plus difficile, c'est le fait de montrer que le complémentaire est connexe par arc. Et je trouve que c'est assez joli à vous montrer, et donc je vais me lancer. À chaque étape, je vous invite à faire une petite pause pour essayer peut-être de compléter mon raisonnement, parce que c'est un exercice qui est peut-être pas loin d'être difficile. En tout cas, moi je trouve que les premières questions montrer que Kp est non vide et que Kp est compact, c'est pas une question trop difficile ça. Je pense que ça peut se faire. Mais par contre, la partie où il faut montrer que le complémentaire de Kp est connexe par arc, c'est là où c'est très difficile. Mais quoi qu'il en soit, dans la résolution, je vous invite à faire des petites pauses dès que vous commencez à comprendre quelque chose et que vous voulez essayer de compléter le raisonnement que je suis en train de lancer pour voir si vous avez bien compris.
voire même, voilà, si je pose une petite question, n'hésitez pas aussi à faire des pauses pour essayer de le résoudre avant. Donc, on est parti pour la résolution de cet exercice. Alors, le premier point, je vais d'abord vous montrer que Kp est non vide. Alors, pour montrer que Kp est non vide, il suffit que je donne un élément qui est dedans. Pour donner un élément qui est dedans, il faut la faire de manière assez intelligente. On pourrait se dire, bah, autant chercher peut-être un point fixe de P. Est-ce qu'il existe un point fixe de P? La réponse est oui, il va exister un point fixe de P. Pourquoi? Bah parce que si je regarde le polynôme Q qui est égal à P moins X, ça c'est un polynôme dans C crochet X de degré toujours supérieur ou égal à 2. Donc le degré de Q, c'est en fait le degré de P. Parce que le degré de P est supposé plus grand que 2. Donc là j'ai un polynôme de degré plus grand que 2 avec un polynôme de degré 1. Donc automatiquement ça donne le polynôme de degré 2 ou plus. Et donc là, on retrouve avec ceci. Et grâce à d'Alembert, ça c'est la propriété de d'Alembert-Gauss, grâce à ça, je peux affirmer qu'il existe un alpha complexe tel que alpha est racine de Q. Mais être racine de Q, ça veut dire justement être point fixe de P. Ça veut dire que P de alpha égale alpha. Par conséquent, si je regarde la suite Pn de alpha, Pn de alpha c'est toujours égal à alpha pour tout n. Et donc cette suite est finalement bornée, tout va bien. Puisqu'elle est toujours égale à la même chose. Elle est constante. Il est donc simple de conclure que alpha est bien dans Kp. Et donc Kp est non vide. Voilà donc pour le fait de montrer que Kp est non vide. Vous voyez quand même que le raisonnement n'est pas si difficile, il faut quand même avoir pensé à l'idée de se dire il y a potentiellement un élément qui joue le rôle de point fixe. Exactement comme dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec le x carré, il y avait un point fixe qui était 0. Et donc quand je joue avec ce point fixe, je sais qu'il y a un élément qui est dans cet ensemble. Donc l'ensemble est non vide. Youpi. Bon alors maintenant il va falloir montrer que c'est un ensemble compact. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses, à faire demi-tour si vous voulez rechecker des choses que j'ai pu expliquer ou vous assurer que vous avez bien compris. On va montrer que Kp est compact. Ok. Alors pour montrer que Kp est compact, il va falloir montrer que c'est un fermé borné. Je vais la jouer comme ça. Donc on va montrer en fait que Kp est un fermé borné. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord montrer que l'ensemble Kp est borné. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc je vais d'abord montrer que Kp est borné. Alors pour montrer que Kp est borné, je vais utiliser la propriété que P est un polynôme de degré au moins 2. Pour l'utiliser convenablement, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le fait que P de Z divisé par Z, quand Z tend vers l'infini, ça va tendre vers l'infini. Donc quand je dis quand Z tend vers l'infini, c'est en termes de module bien sûr, pour que ce soit clair. Donc en effet, la première chose que je peux dire, c'est que le module de P de Z sur Z, ça tend vers plus infini, quand le module de Z tend vers plus infini. Ce qui veut dire quoi, si je le retraduis un petit peu autrement? Ça veut dire donc que pour n'importe quel nombre réel positif, il existe un autre réel A positif, tel que, si le module de Z est plus grand que A, je vais avoir que le module de P de Z, et là on peut s'amuser à jouer un petit peu avec les écritures, donc module de P de Z divisé par module de Z doit être plus grand que M, ce qui signifie que module de P de Z doit être plus grand que M fois le module de Z. Si on choisit intelligemment un nombre, M, alors on va fixer, entre guillemets, une valeur de grand A qui va fonctionner. D'accord? Donc je ne vais pas prendre n'importe quel M, de façon à ce que, quand j'ai Z qui est plus grand que A, alors l'image par P de Z va aussi avoir un module plus grand que A. Je vais essayer de faire ça. Vous voyez que si je prends M égale 1,5, ça peut poser des problèmes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre M égale 2, histoire de m'assurer que tout fonctionne bien, et même d'avoir une espèce de divergence si je le voulais. Donc, dans l'énoncé que je viens d'écrire ici, je vais prendre M égale 2. Donc du coup, je peux dire qu'il existe A positif, tel que, si le module de Z est plus grand que A, alors le module de P de Z est plus grand que 2 fois le module de Z. Et donc en particulier,
le module de Pn de Z est donc plus grand que A. Ah oui, alors pardon, je vais un peu vite, il y a un petit truc que je dois dire. Le petit truc que je veux dire, c'est d'abord de dire que s'il existait un N0, parce que là, bon là j'écris à quelque chose suivant le module de Z. J'aimerais écrire peut-être quelque chose d'un petit peu plus général par rapport au fait que ça m'amènerait à dire que on n'a pas la bornitude de la suite des Pn de Z. Et donc, pour pouvoir mener à ça, ce que je vais dire, c'est la chose suivante. Si il existe N0 appartenant aux entiers naturels tel que le module de Pn0 de Z est plus grand que A, alors deux choses. De l'une, pour tout n donc plus grand que n0, on va pouvoir dire que le module de Pn de Z est plus grand que A. Et par l'égalité que nous avons ici, on va pouvoir aussi écrire que le module de Pn plus 1 de Z est plus grand que 2 fois le module de Pn de Z. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que qu'on a divergence. Donc ça veut dire que à partir du moment où on a un indice tel que Pn0 de Z en module est plus grand que A, ce A qui a été fixé tout à l'heure avec le fait que ce truc-là, ça tend vers plus infini, d'accord? Eh bien, dès que j'en ai un, tout le monde est au-dessus de A, et en plus de ça, on a une espèce de exponentiation qui se fait sur le module des Pn de Z successifs, qui fait que cette suite-là va diverger. Donc, module de Pn de Z diverge, ce qui donc diverge vers plus infini, ce qui signifie que la suite n'est pas bornée. Et donc, ça veut dire que Z n'appartient pas à Kp. Ok? Donc si on a malheureusement un module de Z, donc un module de P, enfin j'essaie de le redire, si on a un itéré de P tel que si je l'évalue en Z, ça fait un module plus grand que A, alors à partir de ce moment-là, je vais avoir une divergence et je peux dire que Z n'est pas dans Kp. Donc si je fais une petite contraposée à ce que je viens d'écrire, on a la contraposée suivante, Z est dans Kp, si et seulement si pour tout, alors là je suis en train de dire si et seulement si, mais c'est pas encore un si et seulement si, donc implique que on va avoir pour tout, oui donc là Z est dans Kp, ça va impliquer, je remonte, que pour tout n entier naturel, le module de Pn de Z est plus grand que A. Plus grand, pardon, plus petit que A. Ok, c'est mieux. Donc, si j'ai pas fait de bêtises, on va voir ça, puisque c'est vraiment la contraposée de l'implication que je viens de démontrer. Je viens de démontrer que si on a ça, alors on n'est pas dans Kp. Ok? Donc ça signifie que si on est dans Kp, on doit avoir ceci. Et avoir ceci, en particulier, si je regarde, donc là j'ai pris entier naturel non nul, entier naturel nul. Après ici dans ma définition j'ai considéré des entiers naturels non nuls, mais bon, quand j'entends ça, j'entends aussi que le module de Z est plus petit que A. Et donc par conséquent, je viens de démontrer que Kp est borné, puisque bon si je suis dans Kp, le module de Z doit nécessairement être plus petit que A. Parce que s'il était plus grand, je pourrais exactement utiliser ce que j'ai écrit ici, en disant, bon là, ici, à la place de 0, je mets juste Z, et à partir de ce Z, je vais avoir tous les Pn de Z qui vont être plus grands que A, et qui vont vérifier cette propriété de divergence. D'accord? Donc, conclusion, j'ai Kp qui est borné. Ok, et je pense que c'est assez simple de se convaincre que si on a ce truc-là, alors on est dans Kp. Car en effet, ça veut dire que la suite Pn, des modules de Pn, est bornée. D'accord? Et donc ça veut dire que Z est dans Kp. Donc vous voyez en fait que finalement l'application que j'ai écrite ici, c'est une équivalence. Et ça va être très utile justement pour montrer que l'ensemble est enfermé. Donc là pour l'instant j'ai montré que c'est un borné, reste à montrer que c'est enfermé. Et je vais utiliser l'équivalence que je viens d'écrire. Donc n'oubliez pas d'où vient ce grand A. Ce grand A, il vient vraiment du fait que, je vais peut-être l'écrire ici,
ça pourra être utile. Juste rappelons que le grand A vient de ce truc-là en module qui tend vers plus infini. Et donc on avait écrit qu'il existe un grand A positif, donc il vient de là, tel que le module de P de Z est plus grand que 2 fois le module de Z si le module de Z est plus grand que 1. Je le mets ici parce que ça va nous servir pour la suite. Très bien, donc, donc on a cette équivalence. Alors maintenant, je vais jouer avec cette équivalence pour montrer que c'est un fermé. Je vais utiliser la propriété séquentielle d'un fermé, c'est-à-dire que si je prends une suite d'éléments dans Kp qui convergent vers un élément Z, et moi ça va montrer que cet élément Z est également dans Kp. Donc, hop. Soit Zk, une suite d'éléments de Kp, donc on peut l'écrire comme ceci, tel que Zk converge et tend vers Z, quand K tend vers l'infini. Bon, alors on sait que pour tout n, alors là c'est vrai que je suis en train de réfléchir, je pense que je pourrais écrire les choses autrement. Ok, permettez-moi de terminer l'écriture avec la suite, et puis je vais vous écrire les choses autrement, vous allez comprendre très vite pourquoi je peux écrire les choses autrement. Donc, je vais le faire avec les suites jusqu'au bout. Je sais que pour tout n, antinaturel, et pour tout k aussi, antinaturel, je vais avoir le module de Pn de Zk qui va être inférieur ou égal à A. Par continuité, tout simplement, par continuité, donc par continuité de Pn, qui est un polynôme, je vous rappelle, là on est en train de faire des composés de polynômes dans C crochet X, donc ce truc-là, c'est un polynôme dans C crochet X. Donc par continuité de Pn et de l'application module, eh bien, on en déduit que le module de Pn de Z est également inférieur à A pour tout. Donc là c'est l'application, peut-être que je devrais zeta, module de zeta. Donc on a ceci pour tout n plus grand que... Pourquoi je dis plus grand, je suis bête moi. Pour tout n antinaturel. Voilà, mieux. Ok, donc là c'est juste un passage à la limite des inégalités que j'ai écrites ici. Et donc par ce passage à la limite, je pense que vous l'aurez compris, j'en déduis, grâce à l'équivalence qu'on a ici, que Z est dans Kp. Ça permet de conclure que Kp est bien fermé. Et comme c'est un fermé borné, j'en déduis alors que Kp est un contact. Alors une autre façon peut-être de s'y prendre, c'est qu'on aurait pu se rendre compte finalement que Kp c'est une intersection dénombrable de fermés. Or une intersection quelconque de fermés c'est un fermé. On aurait pu aussi s'en sortir comme ça, permettez-moi de l'écrire. On aurait pu écrire que Kp c'est en fait l'intersection des fermés, donc là disons des Fn, n antinaturels. Et ici les fermés ça serait l'ensemble des Z dans C tel que le module de Pn de Z est inférieur ou égal à grand A. Reste juste à montrer que ce truc-là est un fermé, c'est un fermé grâce encore une fois à la continuité du polynôme Pn. Donc ça c'est un ensemble fermé, très bien. Et intersection finie, enfin pas finie, une intersection dénombrable de fermés est un fermé. En fait une intersection quelconque de fermés est un fermé. C'est de la topologie, donc tout va bien. Bref. Et en fait, le fait d'avoir ça, ça va être utile pour la suite, donc notamment pour montrer que le complémentaire de Kp est connexe par arc. Ok, je vais y venir, mais j'espère que ça a été clair jusqu'à maintenant. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses à chaque étape, s'il y a vraiment des choses que vous voulez essayer de faire par vous-même, ou alors s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à faire demi-tour sur la vidéo, c'est fait pour ça. Bon, alors maintenant que j'ai dit ça, on va rentrer dans le dur, je vous l'ai annoncé. La partie la plus difficile de l'exercice, c'est de montrer que le complémentaire de l'ensemble de Julia, pour P, eh bien, c'est connexe par arc.
C moins KP connexe par arc. Bien. Alors grâce à cette écriture, je peux écrire le complémentaire en tant qu'union d'ouvert. En effet, le complémentaire peut s'écrire comme l'union pour n entier naturel des un. Et avec les un qui sont juste les complémentaires des fn, c'est-à-dire c'est l'ensemble des z dans C, tel que le module de p de z, de pn de z, pardon, est plus grand que A. Ok. Très bien, pourquoi pas. Alors maintenant, je vais faire une petite supposition et on va démontrer ça plus tard. Parce que j'aimerais au moins terminer l'exercice avant pour que vous voyez le raisonnement jusqu'au bout. Et une fois que j'aurai fait le raisonnement jusqu'au bout, il va falloir démontrer quelque chose que je vais maintenant supposer. Je vais supposer que tous les UN ici sont connexes par arc. Les UN sont connexes par arc. Et c'est là où se cache la difficulté. D'accord ? La grosse difficulté, ça va être de montrer que ces ensembles-là sont connexes par arc. Pour l'instant, je vais supposer qu'ils sont tous connexes par arc et vous allez voir que la fin de la preuve va venir tout seul. En effet, il faut se rappeler d'un petit quelque chose que j'ai dit il y a peut-être 2 tableaux de ça. J'avais dit, et qui est encore écrit ici. Vous remarquez que si le module de Z est plus grand que A, alors le module de P de Z est plus grand que 2 fois module de Z et donc plus grand que A. Ce qui signifie donc que les UN sont inclus les uns des autres. C'est une suite croissante au sens de l'inclusion. Donc c'est une suite croissante d'ensemble au sens de l'inclusion. Donc là je vais tout de suite le dire. Or, de ce qui précède, on a que UN plus 1 est inclus, que UN est inclus dans UN plus 1, c'est ça que je voulais faire plutôt. Donc UN est inclus dans UN plus 1. Bon, peut-être égal, mais bon, je vais mettre plus grand ou égal. Donc voilà, donc sens de l'inclusion. Donc ça veut dire que c'est une suite croissante. Par inclusion. Pour vous réexpliquer pourquoi, remplacer le Z par Pn de Z. Le module de Pn de Z est supposé plus grand que A, strictement. Donc ça va impliquer que le module de Pn plus 1 de Z est plus grand que 2 fois le module de Pn de Z. Donc ça va être plus grand que 2 fois A et donc plus grand que A. Okay. Je ne l'écris pas, je l'ai juste dit à l'oral. J'espère que ça vous suffira ou que ça va vous convaincre suffisamment. Donc, alors, j'avance. Maintenant, je vais montrer que c'est connexe par arc. Donc, pour montrer que c'est connexe par arc, je vais dire, je vais prendre 2 éléments dans cette union. Donc, soit X et Y, 2 éléments de C moins PK, pardon. Et donc, comme la suite des UN est une suite croissante et que je fais une union d'éléments suite croissante, je sais qu'il va exister un entier tel que les 2 éléments sont dans le même UN. Car, en effet, si vous voulez que j'écrive les choses proprement, je pourrais dire, comme ce truc-là, c'est une union. Je sais qu'il existe un P tel que, eh bien, X appartient à UP. Et puis, de la même manière, je sais qu'il existe un Y, un Q, pardon, on va dire. Donc, je sais qu'il existe Q dans N, tel que Y appartient à UQ. Or, si, et là je vais faire juste une petite supposition pour faire comprendre ce que je veux dire, si P est plus petit ou égal à Q, alors ça veut dire que UP, donc là j'utilise les inclusions ici, je sais que UP est inclus dans UQ. Et donc ça veut dire que X appartient à UQ. Vous voyez? Donc je peux toujours trouver un indice. Alors là, j'ai dit que P est plus petit que Q, je peux échanger le rôle de P et Q dans ce que j'ai raconté, et on déduirait alors que Y appartiendrait à UP, si c'était Q plus petit que P, pas de difficulté là-dessus. Ce que je veux juste vous faire comprendre, c'est que je peux en effet affirmer que X et Y appartiennent à un même UN. Appartient à un certain UN carré pour un certain
n appartenant aux entiers naturels. Et donc, comme un est supposé connexe par arc, alors, on a un chemin, il existe gamma, une fonction qui va de 0,1 vers, on va dire vers C, d'accord, qui doit être continue, tel que gamma de 0 égale x, gamma de 1 égale y, et gamma de t appartient toujours au complémentaire, donc à un, ici. Plus précisément à un. Et donc c'est terminé, je viens de démontrer qu'en effet je peux construire un chemin entre x et y dans l'ensemble. Voilà, c'est assez joli comme preuve, hein. J'espère que vous en êtes convaincus, c'est quand même... Enfin, voilà, moi je trouve ça joli comme preuve. Donc voilà, alors malheureusement on n'a pas tout à fait terminé le boulot, parce que là, bon là je viens de terminer la preuve que ce truc-là serait connexe par arc, mais comme je l'ai dit, j'ai supposé quelque chose. J'ai supposé que ces UN étaient connexes par arc. Alors maintenant on va se lancer dans le gros du boulot, qui est de montrer que chacun des UN est connexe par arc. Et je vais donner un énoncé un petit peu plus général que ça. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses. Hop. Ou à faire demi-tour sur la vidéo pour rejeter un œil à quelque chose que j'ai pu dire. Donc là, je vais mettre l'objectif. Je vais remettre l'objectif plus haut. Donc là, l'objectif pour terminer la résolution, notre nouvel objectif, c'est de montrer que les UN, c'est connexe par arc. Donc les UN qui sont définis comme ça, connexe par arc. Et donc je vais démontrer un lemme un petit peu plus général que ça. Hop. Qui va être le suivant. Lemme. Je prends un polynôme à coefficient complexe non constant. Et je considère R un réel positif strict. Alors on peut montrer que en fait, l'ensemble que je vais juste noter U, qui va être l'ensemble des Z dans C, tel que le module de P de Z est plus grand que R, et bien ça c'est un ensemble connexe par arc. Bon, vous êtes d'accord avec moi que si je montre le lemme, je démontre l'objectif qu'on s'est fixé, et donc j'aurai terminé avec la preuve de l'exercice. Donc reste à démontrer ce lemme. Alors là, encore une fois, parce que c'est un exercice, ça c'est un exercice, je vous invite à faire une petite pause pour essayer de vous frotter à cet exercice qui est loin d'être facile cette fois-ci. Là, c'est pas, je pense que c'est pas évident, mais je pense que ça peut être bien que vous essayiez des choses que vous voyez peut-être qu'on pourrait essayer de faire afin de démontrer cette propriété. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire une pause pour vous frotter à ça avant que je ne vous donne une résolution, donc une preuve de ce lemme. Ok. J'espère que vous avez réussi, ou en tout cas au moins essayé, parce que mon réussir c'est peut-être un bien grand mot, mais au moins essayé à avoir peut-être quelques idées. Et j'espère que ces idées vont ressortir dans ce que je vais vous raconter. Alors, preuve. Alors pour la preuve, comme P de Z est non constant, ça veut dire que le module de P de Z tend vers l'infini quand le module de Z tend vers l'infini. Ce qui signifie donc que l'ensemble que j'ai écrit ici est non vide. C'est déjà une bonne chose à se dire. Ok ? Donc, comme le module de P de Z tend vers plus infini quand Z, le module de Z tend vers plus infini, on peut affirmer que U est non vide. C'est déjà une petite étape. Je pense que c'est bien de la faire juste pour s'assurer qu'on ne fait pas de bêtises. Donc ça marche. Maintenant que je sais qu'il est non vide, je vais prendre un Z0 dedans, donc soit Z0 dans U. Et puis je vais considérer, parce que ça je peux le faire, je vais considérer la composante connexe de U contenant Z0. Donc soit V, la composante
connexe. Donc ça va être la composante connexe de U contenant Z0. Donc il faut imaginer, juste pour que vous compreniez ce que je suis en train de faire, vous avez, je sais pas, on va dire ça va être C. Voilà. Donc ça c'est C. Puis là on a un petit découpage de notre plan par l'ensemble U. Ok, donc je sais pas, voilà une image possible. Vous avez un élément Z0 quelque part. Et ce que vous faites, c'est que vous prenez la composante connexe dans laquelle Z0 vit. Donc là, vous avez cette partie-là connexe qui va m'intéresser. Donc lui, c'est lui qui jouerait le rôle de V dans mes explications. Ok. Si mon Z0 était ici, dans ce cas-là, j'aurais pris tout ce truc-là. Ok, j'espère que c'est clair. Donc en fait, je suis en train de prendre la plus grande composante connexe qui contient Z0 et qui reste dans U. Ok. Composante connexe, au sens bien sûr de connexe par arc aussi, évidemment. Bref. Donc, j'ai ça. Et ce que je vais affirmer, c'est qu'en fait, par rapport à mon dessin, vous voyez que, alors les trois autres ensembles, ça se voit pas trop, mais cet ensemble-là, j'ai dessiné un truc borné. J'affirme que ce truc-là, c'est pas possible. Et c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Donc, je vais peut-être laisser le dessin encore quelques instants. Ok. Je supposais que c'est... Enfin, je vais montrer que ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que si j'ai une composante connexe, cette composante connexe contient des éléments qui vont tendre vers plus infini. Donc normalement, je dois pouvoir aller jusqu'à plus infini et pas me retrouver avec un truc borné. Okay. Donc je vais supposer par l'absurde que V est borné. Voilà, c'est ça. Donc je vais supposer par l'absurde que V est borné et arriver à une contradiction. Donc, supposons que V est borné. Alors qu'est-ce que je peux dire maintenant que je sais que V est borné? Alors il y a plusieurs choses que je peux dire. C'est déjà que V, comme c'est une composante connexe de l'ensemble U qui est un ensemble ouvert, ça veut dire que V est un ensemble ouvert. Parce que si V n'était pas un ensemble ouvert, ça impliquerait automatiquement que U n'est pas un ensemble ouvert. Étant donné que U s'écrit comme union de ces ensembles-là, et ces ensembles-là sont tous disjoints. D'accord? Donc quand je dis union de ces ensembles-là, j'entends bien union de ces composantes connexes. Ok? Et cette union devient une union disjointe, quand on parle des composantes connexes. Donc s'il y en a un d'entre eux qui n'est pas ouvert, l'union n'a plus de raison d'être ouverte. Et donc en particulier, je peux m'amuser à prendre un élément là-dedans et dire, cet élément il appartient aussi à U, etc. etc. Pour montrer que c'est pas... Enfin, la question qui se pose, c'est dire que c'est pas un ouvert, ça veut dire qu'il existerait peut-être un élément qui est tel que n'importe quelle boule autour de cet élément, il y a une intersection non vide avec le complémentaire. Ça, c'est une façon de dire que c'est pas un ouvert. Et donc, là, par exemple, on pourrait très bien avoir... on pourrait dire que dans V, il y a un élément comme ça, et s'il y a un élément comme ça dans V, alors automatiquement, cet élément est aussi un élément dans U. Donc, ça, voilà. J'espère que c'est clair, que V n'a pas d'autre choix que d'être un ouvert. Donc, V est ouvert. Bon, ça, c'est quelque chose que j'aurais pu dire sans supposer que V est borné. Mais par contre, ce qui va m'intéresser, c'est que si je prends l'adhérence de V, donc si je prends la fermeture de V, je me retrouve donc avec un fermé borné, et donc encore une fois un compact, un réflexe. Alors ainsi, V bar, qui va être donc l'adhérence de V, est un compact. Très bien. Alors j'ai un compact maintenant. Très bien. Qu'est-ce que je peux dire de ce compact? Je sais que c'est un ensemble qui doit être là-dedans. Donc ça veut dire que tous les modules de P2Z sont plus grands que R. Et je peux dire quelque chose concernant la frontière. La frontière, tous les éléments de la frontière doivent être des éléments tels que le module de P2Z est exactement égal à R. Alors ça aussi c'est peut-être une question qu'il faut se poser un petit peu. Pourquoi ce truc-là serait vrai? Parce que votre ensemble V c'est un ouvert, donc vous prenez tous les éléments qui sont plus grands strict à R. Bon, la frontière ça serait de prendre tous ceux qui sont tout juste. En fait, je pense que c'est assez clair en fait. Si vous prenez la frontière de U, parce que là j'ai peur de vous perturber en disant ça, mais prenons ce qui se passe pour U, vous allez mieux comprendre. Si je prends ce qui se passe pour U, c'est quoi le complémentaire de U? Le complémentaire de U, c'est regarder tous ceux qui sont inférieurs ou égal à R ici. D'accord? Et la frontière, c'est en fait les éléments qui sont vraiment à l'extrémité, donc qui va se trouver qui va pas se trouver dans l'ouvert, le plus grand ouvert qui se trouve dans le complémentaire,
Donc là, le plus grand ouvert qu'on peut faire dans le complémentaire, ça va être exactement ceux qui vont être plus petits stricts à R. Et je vais me retrouver, donc là, faut vraiment peut-être avec cette image c'est plus clair, mais le complémentaire de l'ensemble que j'ai assuré, c'est tout ce que je n'ai pas assuré. Et la frontière, c'est exactement la limite entre les deux ensembles, si vous voulez. Donc la limite entre les deux ensembles, là vous êtes inférieur strict à R, là vous êtes supérieur strict à R, donc la ligne entre deux, ça va nécessairement être égal à R. Et ça, c'est un peu du TVI en fait. Hein, c'est un peu du TVI en voyant une fonction qui va de C vers R. Je pense que ça devrait être assez clair. J'espère que vous n'aurez pas trop mis dans la mauvaise direction. Donc là, ce que je veux dire, c'est que tout élément de la frontière de V doit être tel que le module de P de Z est égal à R. Donc, pour tout, disons, pour tout Z dans la frontière, de V ou de V bar, peu importe, eh bien je peux dire que le module de P de Z est égal à R. Très bien. Et maintenant que je dis ça, vous savez que tout ce qu'il y a à l'intérieur est plus grand que R. Mais n'oublions pas qu'on a un compact. Et que la fonction qu'on est en train de regarder, c'est la fonction qui à Z associe le module de P de Z. C'est une fonction continue. Continue qui va de C vers R. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette fonction, elle est bornée. D'accord, hein, propriété directe aussi, ça fait partie des réflexes importants à avoir en topologie. Si j'ai une fonction continue sur un compact, alors elle est bornée et elle atteint ses bornes. D'accord? Donc ça veut dire qu'en particulier, là, tout ce qui est minimal semble être atteint sur la frontière, hein, parce que pour V bar, hein, ça a l'air d'être sur la frontière, mais ce qui est maximal, parce que les éléments qui se trouvent à l'intérieur sont des éléments qui sont tels que le module de P de Z est plus grand que R, les éléments à l'intérieur, parmi elles, doit y avoir l'élément qui atteint le maximum pour le module de P de Z. Donc c'est ce que je vais dire. Alors là, la première chose que je veux dire, c'est déjà que module de P de Z est donc borné et atteint ses bornes, donc cette fonction-là est continue, donc sur V bar, elle est bornée et elle atteint ses bornes. Et donc là en particulier ce qui m'intéresse, c'est pas les minimums, c'est les maximums. Donc on va dire que soit Z1 c'est maximum, un de ces maximums, donc ce que j'entends c'est que P de Z1 en module est maximal. D'accord? C'est ça que j'entends ici. Et bon comme on vient de l'expliquer, Z1 n'a pas d'autre choix que d'être à l'intérieur de la chose. Donc ça veut dire que Z1 doit appartenir à V. Et on va montrer que ça, c'est pas possible. D'accord? Donc c'est là où on va pouvoir avoir une contradiction. Alors je vais effacer un petit peu mon tableau maintenant. Garder l'objectif là-haut. Et contredire cette histoire-là. Alors pour contredire cette histoire-là, je vais utiliser une technique qu'on a, je pense, déjà vue dans un ancien exo de colle. C'était l'exo de colle numéro 59. Donc je vais faire référence à ça parce que je pense que ça peut être intéressant d'avoir ça en tête. Donc on va contredire le fait que Z1 soit dans V. Et donc pour cela, technique technique venant de l'exo de colle numéro 59. Alors l'exo de colle numéro 59, je vais peut-être vous rappeler un petit peu ce que dit cet exo de colle. Cet exo de colle, c'est en fait la preuve de l'inégalité de Hilbert. C'est une jolie inégalité sur les coefficients d'un certain polynôme. Enfin, c'est pas sur les polynômes, mais à la base, c'est une certaine inégalité sur des nombres réels, sur une somme avec des AK et AL divisé par K plus L plus 1, un truc comme ça. Et la technique pour démontrer cette inégalité, c'était de passer par les nombres complexes et de jouer justement avec le module de P de Z au carré et essayer de faire des choses avec ça. Et bien là, c'est exactement la même chose que je vais faire. Je vais jouer avec le module de P de Z au carré, faire une intégrale, avoir une égalité, et à partir de cette égalité, avoir aussi une inégalité qui va être respectée pour Z1. Et en jouant avec ça, je vais avoir une contradiction.
Et en amenant cette contradiction, j'aurais terminé, je pourrais conclure que Z1 ne pouvait pas être à l'intérieur de V, et il ne peut pas être non plus à la frontière. Donc ça veut dire qu'on a une contradiction sur le fait que V soit borné, donc ça veut dire que V n'est pas borné. J'espère que je suis clair. Alors maintenant je vais me lancer sur cette idée. Donc je vais donner une notation à mon polynôme, je vais noter P. Le polynôme qu'on regarde il s'appelle toujours P, mais je vais lui donner une écriture à la Taylor. Alors quand je dis une écriture à la Taylor, ça veut dire que je vais écrire P comme étant une somme des AK fois X moins Z quelque chose. Donc là ici ça va être Z1, moins Z1 à la puissance K. Donc c'est exactement l'écriture que je vais donner. Ce genre d'écriture, je peux toujours le faire à partir d'un polynôme quelconque. D'accord ? Donc je propose de prendre cette écriture-là. D'ailleurs, j'ai mis une puissance K ici, il n'y en a pas. Ok, donc je prends cette écriture-là, donc c'est une écriture à la Taylor. Comprenez-le comme ceci. Ok, comme Z1 est dans V, ça veut dire, je sais que V est un ouvert. Donc ça veut dire qu'il existe un rayon R tel que, eh bien, la boule centrée en Z1 de rayon R est inclus complètement, la boule ouverte, j'entends bien, est inclus complètement dans Z1. Ok, donc il existe un R qui vérifie ça, et tant qu'à faire, je vais prendre un R maximal. Très bien. Donc soit R positif maximal tel que, eh bien, la boule centrée en Z1 de rayon R est incluse dans V. D'accord? Donc ce que j'entends, c'est que le module de Z, donc là je regarde l'ensemble des Z dans C, tel que le module de Z moins Z1 est plus petit que R, et je veux que ça reste dans V. D'accord? Donc, voilà, juste pour que ce soit clair. Très bien. Alors maintenant que j'ai pris ce R, je vais regarder une certaine intégrale, et c'est là où on va voir la technique qui ressemble beaucoup à la technique utilisée pour l'exode-code numéro 59. Donc je vais regarder une certaine intégrale, je ne vais pas faire n'importe quoi avec mon intégrale. Donc l'intégrale que je vais regarder, c'est la suivante, l'intégrale de 0 à 2pi du module de P de Z plus R EIθ au carré. Cette intégrale, je suis pas totalement sûr, mais je pense qu'il y aura de fortes chances que vous la rencontrerez peut-être dans des sujets concours. Parce que c'est vrai que c'est le type d'intégrale qu'on voit peut-être pas beaucoup en exercice, mais c'est le type d'intégrale qui tombe souvent quand on a des sujets concours jouant avec de l'analyse complexe sans le dire. Il y a eu d'anciens sujets, notamment des sujets centrales, je pense notamment à un sujet de centrale de 2016, un de ceux que j'ai passé. Dans ce sujet-là, il y avait une question de calcul d'intégrale de ce type, avec des P de Z plus... donc là ici le Z que je pense c'est Z1, plus précisément. Mais il y a des calculs de ce type-là d'intégrale qui apparaissent. On peut se poser la question, et en fait c'est des techniques usuelles dans l'analyse complexe, de faire des calculs de ce genre. En fait, d'une certaine manière, je suis en train de faire une intégrale en suivant la circonférence de la boule centrée en Z1 de rayon R. On peut vraiment la comprendre comme ça, parce que là 0 à 2pi c'est faire le tour du cercle, et puis là le R, ok, j'ai pris le rayon maximal tel que je reste dans la boule, donc il y a vraiment cette idée, là disons que c'est V, là j'ai mon Z1, là j'ai mon R, ok, tac. Donc ça veut dire que je suis en train de calculer une certaine intégrale en suivant le contour de la boule centrée en Z1 maximale qui était contenue dans V. Ok, on peut vraiment le comprendre comme ça. Donc je pense que c'est intéressant de la voir. Alors je suis en train juste de me dire que rien ne m'empêcherait de prendre V bar plutôt que V. Parce qu'il y aurait peut-être une petite subtilité sur l'existence du maximal R. Parce que bon, si je prends un ouvert, je suis en train juste de me dire ça, si je prends un ouvert, ça peut poser un problème de maximalité. Or si je joue avec la fermeture, je suis sûr que le R, il y a bien une valeur maximale, c'est pas genre le sup, c'est une valeur maximale. Sinon je pourrais dire le sup si je veux, mais je veux juste vous faire comprendre que j'ai utilisé le mot maximal pas comme il fallait, j'aurais dû dire bound sup si je voulais être propre, mais maintenant le mot maximal est correct parce que je prends V bar, je prends ça sur V bar. Bref. Bon, j'espère que j'ai été clair sur l'intégrale aussi, là j'ai fait une petite aparté, mais j'espère que j'ai été clair sur l'intégrale et sur l'idée que ça représente. C'est une intégrale que vous aurez, je pense, pas mal de chances de rencontrer dans des sujets concours, parce que voilà, ça fait partie des choses qu'on fait quand on pose des exercices autour de l'analyse complexe. Donc voilà. Alors si je m'amuse à la calculer, on va voir que ça peut avoir une expression très simple,
En effet, le P de Z1 plus R EIθ, bah là il y a le Z1 qui va simplifier ici, je me retrouve en fait avec R EIθ à la puissance K. Le module étant au carré, ça revient à faire le produit du polynôme fois son conjugué. Donc je peux réécrire mon calcul d'intégrale comme étant intégrale de 0 à 2pi, somme pour k allant de 0 à n des ak r à la puissance k ei kθ, fois le conjugué, donc L allant de 0 à N, donc des alors AL bar, hein, parce que c'est des coefficients complexes quand même, il faut faire gaffe, R à la puissance L exponentielle IL θ. D'accord, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait d'une part, j'ai remplacé le X par Z1 plus R EIθ, donc le Z1 c'est simplifié, je me retrouve avec R EIθ à la puissance K ou à la puissance L, suivant ce que je regarde, là j'ai oublié de mettre un moins d'ailleurs. Et puis un autre truc que j'ai fait, c'est que j'ai multiplié le polynôme par son conjugué en disant que le module du polynôme au carré, c'est la même chose que ce produit. Bon bah non, là, je vais développer ce produit, puis calcul. Donc ce que je vais obtenir, ça va être la chose suivante. Je vais avoir la somme qui va dépendre des indices K et L, compris entre 0 et N, qui va s'écrire AK fois AL bar, fois R à la puissance K plus L, fois l'intégrale de 0 à 2pi de exponentielle I K moins L fois θ dθ. Et là, ce qui est super joli quand on fait ce calcul-là, c'est exactement ce qui s'est produit aussi pour l'exocone numéro 59. Cette intégrale-là, elle vaut 0 à condition que K soit différent de L. Le seul moment où ça ne vaut pas 0, c'est le moment où K est égal à L. Et si K est égal à L, et bien là, on va se retrouver avec l'intégrale de 1 entre 0 et 2pi, donc on va se retrouver avec 2pi. Donc finalement, on voit que dans cette somme, les seuls termes qui vont survivre, c'est K égale L. Et on va se retrouver avec le module de AK au carré, en fait. Donc le résultat de ce calcul, ça va être somme pour k allant de 0 à n de module de ak au carré, le tout fois 2pi. Ok, je vous ai fait la justification à l'oral, je vous laisse vous amuser à vérifier ce que je viens de dire, que ce truc-là vaut 0 si et seulement si k est différent de l. Et si k égale l, on obtient exactement 2pi. Donc on se retrouve avec cette égalité, je vais peut-être pas oublier, il y a aussi le R puissance qui traîne, donc il y a le R puissance 2K qui va traîner. Je vais peut-être pas l'oublier, lui. Très bien. Alors, ça c'est ce que j'obtiens juste en m'amusant à faire ce calcul. Mais un autre truc que je peux faire, c'est que je peux majorer cette intégrale, et la majorer en jouant sur le fait que le module de P de Z, quand Z est dans V, bah, la valeur maximum que je puisse obtenir, c'est celle que j'obtiens quand je mets Z1. Alors si je fais ça, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais effacer ça, comme ça on voit toujours l'égalité que je viens d'établir, et je vais faire l'inégalité maintenant en jouant avec le fait que ça, le module de ce truc-là, c'est plus petit que le module de P de Z1 au carré. Donc, on va voir ceci, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 2pi, donc du module de P de Z1, ça vient du fait que le carré aussi est croissant, enfin bref, il y a 2-3 trucs peut-être à checker en plus, mais voilà, je vous assure que comme le P de Z1 en module est maximal, atteint une valeur maximale pour Z1, donc bah, je peux majorer sans problème, puis après le carré, bah, pas de problème non plus, par croissance. Ok, et puis là l'intégrale ne dépend plus de θ, donc je suis content, je vais pouvoir écrire ceci, ça va me donner 2pi fois P de Z1 au carré. Mais P de Z1 au carré, si vous regardez de plus près à quoi ressemble le polynôme qui est là, calculé en Z1, vous voyez que tous les termes meurent, le seul qui survit c'est A0. Du coup je me retrouve avec 2pi module de A0 au carré. Qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer que ce truc-là, qui est une somme des AK, modules de AK carré R puissance 2K, est plus petit que ce truc-là. Or, la somme qui est là, ce terme-là, c'est un terme qui apparaît dans la somme. Donc le seul moyen pour que cette inégalité tienne, c'est que les AK soient nuls pour K plus grand que 1. Ainsi, il faut que pour K plus grand que 1, AK égale 0. Or, ce truc-là, eh ben c'est là où on utilise enfin une hypothèse qu'on n'a pas encore utilisée jusqu'alors, le fait que P est non constant. Comme P est non constant, c'est pas possible d'avoir ça. Parce que si ça arrive, bah, ça veut dire que le polynôme vaut juste A0, et donc ça veut dire que le polynôme est juste constant. Donc on a une contradiction.
Donc or, P est non constant. Contradiction. Youpi! Donc voilà, très bien, on est content. Qu'est-ce qu'on vient donc de démontrer? On vient de démontrer que le fait que V soit borné est impossible, puisque ça veut dire que Z1 ne peut pas exister comme élément maximal à l'intérieur de V. Et donc si on revient en arrière, on a donc une contradiction sur le fait que V est un ouvert, parce que le fait que Z1 existe, ça venait du... On a une contradiction sur le fait que V était borné, parce que Z1 vient du fait qu'on avait supposé que V était borné. D'accord? Donc voilà, on vient donc de démontrer que V n'est pas borné. Je vais effacer. Maintenant, encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses, à revenir en arrière sur ce que je raconte. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer en fait? Je vais peut-être l'expliquer un peu mieux. Ce qu'on vient de démontrer, c'est qu'en fait, n'importe quelle composante connexe de U est non bornée. Parce que si j'ai une composante connexe qui est bornée, je peux faire exactement le raisonnement que j'ai fait jusqu'au bout et arriver à une contradiction avec le fait que le polynôme est non constant. D'accord? Donc, je vais peut-être récapituler ce qu'on vient de démontrer. On vient de démontrer que toute composante connexe, vous pouvez préciser par arc si vous voulez, de U est non bornée. Car on a dit, ok, si j'imagine qu'on a un ensemble... Donc le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai montré qu'il était non vide. Une fois que j'ai montré qu'il était non vide, j'ai joué avec un élément de U. J'ai pris la composante connexe donnée par cet élément, la plus grande que j'avais dans U donc. Et puis, en supposant qu'elle était bornée, j'en suis arrivé à une contradiction. Et arrivé au fait que finalement c'était non borné. Donc j'aurais pu faire le raisonnement pour n'importe quelle composante connexe. Si je prends une composante connexe, cette composante connexe est automatiquement non vide, parce que sinon elle n'existerait pas. Et cette composante connexe, après, si je suppose qu'elle est bornée, je fais tout le raisonnement que j'ai fait là, et j'en arrive à une contradiction. Donc, ce qu'on a en fait démontré, c'est que n'importe quelle composante connexe de U est non bornée. Et ça va être très utile, parce qu'il y a un morceau de U dont on sait qu'il est connexe par arc, et ce morceau, il va se trouver vers l'infini. En effet, il y a encore un autre truc que je peux utiliser du fait que P est non constant. C'est le fait que le module de P de Z, quand le module de Z tend vers l'infini, ça tend vers plus l'infini. Et je vais le faire. De plus, qu'est-ce que j'ai? Je dis que le module de P de Z tend vers plus infini quand le module de Z tend vers plus infini. C'est quand même assez marrant de devoir utiliser plusieurs fois une hypothèse qu'on a sortie quand même. Je sais pas combien de fois ça arrive, c'est pas tout le temps. C'est souvent dans des exercices quand même très compliqués comme celui-ci, mais je trouve ça intéressant de voir à quel point certaines hypothèses, quand on veut démontrer des résultats, peuvent être vraiment fondamentales. Et là, on le voit en l'occurrence ici, parce qu'on doit utiliser 2 fois l'hypothèse que P est non constant. Je trouve ça assez intriguant. Donc, on a ça du fait que P est non constant. Et dire ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe... Si je veux, je peux écrire la chose suivante. Encore une fois, normalement, dire ça, ça veut dire que, si vous voulez, je fais la traduction. Ça veut dire que pour tout m positif, il existe un R' positif, tel que pour tout module de Z plus grand que R', on va avoir module de P de Z qui est plus grand que M. Vous remarquez que je mets que des inégalités strictes, j'aurais pu mettre des inégalités larges, mais là, comme on travaille qu'avec des inégalités strictes, je garde que des inégalités strictes. Bref. Donc là, je viens de traduire le fait d'avoir cette limite, et le fait d'avoir cette limite me dit ça, et ça, c'est vrai pour tout m positif. Si vous regardez bien la proposition par rapport aux ensembles qui m'intéressent, je peux choisir un m tout à fait adéquat au problème. Et le m qui est tout à fait adéquat au problème, c'est de prendre m égale r. C'est ce que je vais faire. Alors je prends m égale r. Du coup, je vais pouvoir dire que P de Z est plus grand que R, et dire que P de Z est plus grand que R, ça veut dire en particulier que Z appartient à U. Et c'est maintenant que la magie va opérer. Vraiment, là, moi, je trouve ça super beau comme résolution, là. Et je trouve que c'est quand même... faut vraiment y avoir pensé. Donc, faut vraiment prendre le temps de bien comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a montré qu'on a donc pour n'importe quelle composante connexe, on a montré que c'était pas borné. Là, qu'est-ce qu'on a? On a un ensemble
qui s'étend à l'infini et qui est complètement inclus dans U. Hein, donc là, qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer finalement, grâce à cette écriture, je viens de montrer que les Z tels que le module de Z est plus grand que R', ça, c'est inclus dans U. Je vais y arriver. Donc ça, c'est inclus dans U. Je viens de montrer ça. Or, on a montré que toute composante connexe est non bornée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit exister une suite d'éléments de Z là-dedans, tel que le module de Z tend vers plus infini. Or, si V est composante connexe de U. Alors, qu'est-ce qui m'arrive? Ce qui m'arrive, c'est que je sais qu'il existe, d'après ce que je viens de faire, comme je sais que c'est pas borné, je sais qu'il existe une suite ZK d'éléments de V, telle que, eh bien, la suite ZK en module tend vers plus infini. Et dire ça, ça veut dire qu'il existe un indice K, tel que le module de ZK est plus grand que R'. Et plus grand que R', c'est être dans cette composante-là. Cette composante-là est clairement connexe. Hein, ça, c'est pas dur de vérifier que c'est connexe. C'est exactement l'argument que j'ai sorti avec mon exemple de x carré. Si vous vous remémorez, si vous avez une bonne mémoire de ce que j'ai pu raconter, ou si vous faites juste demi-tour sur la vidéo en revenant au tout début, quasiment au tout début de la résolution, je vous ai fait un exemple avec x carré. Je vous ai dit, ok, si je prends l'ensemble C et que j'enlève un disque de rayon R, comme ceci, eh bien je me retrouve avec un truc qui est connexe par arc. Et c'est pas très difficile de s'en rendre compte. Si je prends deux éléments là, l'un là, l'un là, je peux faire un arc de cercle autour, si vous voulez. Hein, ça serait une manière de construire un arc. Hein. Donc je peux faire un arc de cercle autour ici, et puis après rejoindre le deuxième élément, suivant bien sûr le module et l'argument de ces deux éléments en jeu. Donc il y a toujours moyen de faire un chemin évitant de passer par ce disque qui lie les deux éléments ici. D'accord? Donc ça, c'était ce que je vous avais raconté pour l'exemple précédent. Et là, ce qui est joli, c'est qu'on retrouve finalement cette idée, quelque part, puisque là, ce truc-là, c'est connexe par arc. Donc c'est exactement ce que je viens de raconter là qui réapparaît, ok? Et un autre truc super joli, c'est que comme ça tend vers plus infini, ça veut dire qu'il existe donc un K à partir duquel tous les Z sont dedans, sont dans l'ensemble qui est ici. Donc, il existe K, alors après, je peux même juste dire qu'il existe une intersection, ça me suffira. Donc il existe K, tel que ZK appartient à l'ensemble qui est ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, quand je prends une composante connexe, j'entends que U s'écrit comme union disjointe de ces composantes connexes. Là, ce que je viens de dire, c'est que si j'ai une composante connexe, cette composante connexe a automatiquement une intersection avec cette partie qui est connexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les composantes connexes sont finalement une seule et unique composante connexe. Que V, que toutes les composantes connexes de U. Enfin, je vais plutôt le dire comme ça. Ça veut juste dire qu'il n'y a qu'une seule composante connexe. Il n'y a qu'une seule composante connexe. Et donc on a terminé la preuve. Alors si vous n'êtes pas convaincu, je vais vous faire un petit dessin juste pour récapituler cette fin de preuve. Je trouve ça vraiment joli, donc j'efface un petit peu pour avoir de la place. Ah, ok. Et peut-être vous récapitulez tout l'ensemble de la preuve, hein, parce que bon oui, il y a eu un peu de calcul, mais ok. Donc voilà, ça c'est mon plan complexe. Imaginons que ça c'est mon plan complexe. Je le reprends du début, ok? J'ai dit, supposons que U, bon a priori, pour n'importe quel ensemble, je peux le décomposer en ensemble de ces composantes connexes. Ça, c'est pas une difficulté, donc j'avais fait un petit dessin de ce genre-là, je vais peut-être le refaire. Bon, juste un tout petit peu différemment. Voilà. Donc disons ça, c'est mon ensemble U. Qu'est-ce
qu'on a fait dans un premier temps, on a montré que si j'ai une composante connexe, cette composante connexe ne peut pas être bornée. Donc ça veut dire que ce truc-là n'est pas possible. Donc je vais changer maintenant un tout petit peu mon dessin, en peut-être utilisant une autre couleur, pour dire que ça c'était l'étape 1. L'étape 1, c'est qu'on n'a pas le choix, il doit y avoir une partie ici qui tend vers plus infini en module. D'accord? Donc ça c'était la partie 1 de mon raisonnement. Une fois qu'on a montré ça, parce que c'était quand même une partie difficile, il a fallu utiliser des inégalités avec Hilbert et tout le tralala. On a montré un autre truc, et on le voit toujours au tableau, on a montré que n'importe quel Z de module plus grand qu'un certain R' est inclus dans U. Donc on a montré que on a, alors on va dire, je sais pas, on va dire 0 il est là. Bon, c'est vrai que mon dessin dit que 0 est dedans, mais c'est pas obligé que 0 soit dedans, hein. C'est pas du tout obligé du tout. Mais bref, je fais le dessin pour que ce soit centré. Donc imaginons que 0 est là, et là je fais un rayon de R', donc disons qu'on a tout ça. Voilà. Et on a montré que toute cette partie-là, qui est connexe par arc, est inclus dans U. Ok? Et donc, ce que j'affirme, c'est que, à cause de ça, là, c'est ce que je viens d'expliquer ici, si vous prenez une composante connexe, comme celle-ci, vous pouvez construire, voilà, comme l'ensemble V que j'ai choisi ici, n'est pas borné, vous pouvez choisir une suite d'éléments qui va tendre vers plus infini en module. Donc ça veut dire que vous avez une suite d'éléments ici qui tend vers plus infini. Ce qui signifie qu'il y a un moment donné, vous allez être plus grand en module que R. Et avec lui, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous amuser à vous téléporter à n'importe quel endroit, à n'importe quelle autre composante connexe. Donc là, imaginons qu'on a une autre composante connexe ici, là. Okay, imaginons qu'on a une autre composante connexe. Eh bien, si je veux faire un chemin qui va de lui vers lui, là, entre ces deux croix, alors je vais peut-être utiliser une autre couleur pour que ce soit visible, parce que j'ai peur que ça commence à être beaucoup moins visible. Donc disons, si vous voulez faire un chemin entre lui et lui, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais que V est une composante connexe. Je peux aller jusqu'au ZK que j'ai mentionné, être dans la partie verte. Donc je le fais, je vais aller jusqu'à ce ZK là. Ok? Je vais aller jusqu'à ce ZK. Là, pareil, pour lui, je peux construire une suite et je vais avoir un élément qui va être quelque part par ici. D'accord? Donc je peux aussi construire un chemin dans ce sens. Et comme la partie verte est connexe par arc, je peux aussi construire un chemin. Je vais dire un chemin comme ça. Je peux aussi construire un chemin qui lie ces deux éléments-là qui sont dans la zone verte. Je ne sais pas trop si les couleurs vont être distinguables à l'écran, mais voilà donc un chemin qui lie un point qui est ici à un point qui est ici. Finalement, ça veut dire que donc toutes les composantes connexes ne sont qu'une seule et unique composante connexe. À cause du fait que ils ont une intersection non vide entre les composantes connexes qui est l'intersection donnée par l'ensemble des Z qui sont ici. Voilà. J'espère vous avoir convaincu avec cette preuve et tout ça. Et donc maintenant que j'ai terminé avec ce lemme, j'espère que vous êtes d'accord que j'ai donc atteint mon objectif, puisque maintenant vous pouvez remplacer le polynôme P par les polynômes Pn. Et ces polynômes Pn, voilà l'écriture de ces ensembles-là, c'est exactement la même écriture que cet ensemble-là. On conclut donc le résultat final. Cela m'a pris 1 heure, mais j'espère que ça a été 1 heure productive, et j'espère également pour vous que vous avez appris pas mal de choses, de méthodes dans ce type de résolution. Je trouve ça vraiment joli comme résultat, parce que c'est vrai que si vous prenez n'importe quel ensemble, en général, prendre le complémentaire ne sera pas nécessairement quelque chose de connexe par arc. Ça veut dire qu'il n'est pas impossible qu'on se retrouve avec un morceau là totalement isolé, qui soit connexe par arc, puis un autre morceau qui soit totalement isolé aussi connexe par arc. Et là, en travaillant avec des polynômes, on arrive à montrer que finalement l'ensemble complémentaire de Kp est connexe par arc. Je trouve ça, voilà, on arrive à dire des choses sur la structure de Kp, quand même. On a réussi à montrer ces différentes choses, non vide, compact, connexe par arc. Mais vous voyez quand même que ça demandait beaucoup de recul, et il y a aussi des notions, là, avec les calculs d'intégrale qu'on a fait entre deux, ça, c'est des réflexes d'analyse complexes, et j'affirme que ce genre de choses, vous risquez de le rencontrer pour peut-être des sujets de concours. Bien évidemment, les questions seront détaillées, pas comme je l'ai fait ici, mais sachez que vous pourriez vous frotter à ce genre d'exercice, en tout cas en concours ou en sujet peut-être de devoir, ou des choses comme ça. Donc,
pense que c'est pas impossible de se taper ce genre de sujet, surtout si vous cherchez à atteindre les concours centrales, peut-être mine, parce que bon, c'est vrai qu'en ce moment les maths, mine, ça propose des trucs un peu plus difficiles que centrale, je crois. Et puis bah on a évidemment l'ENS et l'X. Donc voilà, je trouve que si vous voulez vous préparer pour ce genre de concours et tout ça, ce genre d'exercice est fait pour vous. Donc vraiment n'hésitez pas. D'ailleurs, ça me permet de donner la référence par rapport à cet exercice. C'est cette référence-là. Donc c'est l'oral XENS, les exercices d'oraux, analyse 3. Et la page, si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil, mais c'est essentiellement la preuve que je viens de vous présenter. Juste j'essaie de retrouver où se trouve la page de la preuve. Elle se trouve page 115-116. Voilà. Donc je mettrai la référence en bas en description. Je mettrai aussi la référence à l'exo de colle numéro 59 en description également. De toute façon, j'ai dû déjà le dire avant. Bref, j'en ai terminé avec cet exo de colle. J'espère que ça vous a plu et intéressé. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas également à, il ne faut pas que je me plante, soutenir, j'y arrivé, à me soutenir si le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne et à continuer à découvrir la chaîne. J'espère que ça vous plaît, cette petite navigation autour de toutes ces vidéos mathématiques que je propose. Encore 2 vidéos concernant l'exo de colle ou peut-être autre chose, suivant à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!